Bonjour et bienvenue dans le 8e épisode de Rugby Confidential. On ne s'est pas vu la semaine dernière parce que c'était les fêtes, vous connaissez un petit peu, j'espère que vous avez passé d'ailleurs de très bonnes fêtes. Cette semaine, on a pas mal de trucs à traiter, messieurs. Déjà, premier truc, on va parler, parce qu'il y a quelqu'un qui est de retour parmi nous, c'est monsieur Sacha Vallot, monsieur 10 sur 10, 11 sur 10 même, on nous a dit dans les commentaires. On a Lulu qui a dit Sacha Vallot est une vraie valeur ajoutée. Fraîcheur, naturel, professionnalisme. Je peux même rajouter l'odeur. Sachez qu'il sent bon, en plus c'est un bonheur. Mais qu'est-ce qui lui manque à ce mec finalement ? Il est beau, il bosse, il est de retour. Voilà, ça fait plaisir de te voir. Ça va bien, Sacha ? T'as passé de bonnes vacances ? De très bonnes vacances. J'ai jamais eu d'aussi bonnes notes à l'école. À l'époque, c'était pas ça, donc je les prends, celle-là. Je profite d'avoir de bons retours. Merci à vous. De bonnes fêtes en famille ? En famille, tranquille. On était dans le sud-ouest, on était un petit peu sur la côte. C'était magnifique. Puis évidemment, autour de la table, monsieur Gaël Ficou qui est avec moi, mon coéquipier, vous le connaissez. Les fêtes sont bien passées aussi ? Ouais, très bien. Il y a eu 2 matchs pendant ces fêtes. Il y a eu le 27 décembre, le fameux Boxing Day, et il y a eu le match le 3 janvier. Donc, comment on profite des fêtes dans ce cadre-là ? Comment ça se passe ? C'est très court et encore, nous, on a eu la chance d'avoir 4-5 jours de coupure. Mais à Toulon, il y avait la tempête, donc j'ai raté 2 fois l'avion. Donc j'étais un peu en galère, donc j'y suis resté 1 jour et demi. Mais bon, c'était très sympa, ça fait plaisir de voir la famille. Et puis après, on a enchaîné avec Montauban, même si moi, j'ai pas joué, mais l'équipe avait un gros rendez-vous. Donc voilà, pas le temps de se reposer. Mais j'imagine que sportivement, c'est quand même pas facile à gérer, d'avoir... C'est toujours très intense, c'est très court. La frustration de quitter sa famille que tu vois très peu dans l'année. Pas trop le temps de profiter, mais bon, ça fait partie du jeu, on va pas se plaindre. Il y en a qui vivent des choses bien plus dures, donc Bien sûr. on relativise vachement. Mais est-ce qu'on arrive à couper un peu quand même ? Ouais, on a coupé. Après, tu profites, tu bois quelques coups, tu vois tes amis, ta famille, etc. Mais tu peux pas non plus t'arrêter pendant 5 jours et rien faire, quoi. Donc on est obligé de se rentraîner 4-5 jours après et garder le rythme, parce que c'est important. On a pensé quoi de ce Boxing Day, Sacha ? Le fonctionnement du Boxing Day ? Je trouve que pour les amoureux du rugby, tu te régales toujours. Tu as une journée où tu peux passer ta journée devant la télé, avoir des matchs qui s'enchaînent. Donc ça, c'est toujours hyper agréable. Après, le point de vue des joueurs, je sais que c'est pas forcément ultra évident. Gaël l'a dit. Tu rentres chez toi, mais t'as pas beaucoup de jours pour couper. Donc c'est compliqué. En fait, c'est un système de congé obligatoire. Donc tu peux pas t'entraîner. Tu vois, moi j'ai passé les fêtes avec Alexandre Roumat. Il faisait des visios la journée pour préparer un peu les combines, etc. En étant un peu loin. Donc tu décroches jamais vraiment. Mais tu vois les touches, tu vois les lancements de jeu. Le coach il t'envoie ça dans la semaine. Toi t'es là au repas de famille, en train de regarder les touches. Tu dis waouh, ça pique et tout. Mais bon. Ça fait partie du jeu et on a l'habitude, ça fait pas mal d'années qu'on fait ça et ça fait partie du jeu. Bien sûr que c'était pour divertir tous les fans et les amateurs de rugby et c'est toujours sympa de regarder un match le samedi ou le dimanche en faisant toutes les fêtes, quoi. Il y a Jean-Noël Spitzer qui disait, qui a déclaré sur la formule du Boxing Day, je n'ai pas du tout aimé cette formule, soit on joue et on s'entraîne, soit on ne joue pas et on ne s'entraîne pas. Après, pas de jeu de mots par rapport à son prénom, par rapport à la période, même si on peut penser que c'est corrélé. Mais c'est vraiment une période qui est difficile et qui est aussi difficile pour les clubs, même si tout le monde est logé à la même enseigne. Notamment quand tu te déplaces, ça doit avoir un impact quand même. Surtout pour l'équipe qui se déplace, parce que tu as un jour de voyage généralement. Enfin, tu viens la veille. Par exemple, Montauban, je crois qu'ils sont arrivés la veille parce que tu joues à 14h ou 16h. Donc, il faut être la veille parce que si tu rates l'avion le matin, t'es mort. Donc pour les équipes qui se déplacent, c'est toujours plus compliqué que pour celles qui reçoivent. UBB Racing ce week-end. On a eu un match un petit peu particulier. Désolé, je mets... c'est peut-être pas le sujet que tu vas aborder. C'est pas le meilleur sujet, mais il faut le faire. Mais en fait, c'est intéressant parce que ça rebondit un petit peu sur ce qu'on vient de dire. On a eu un match où le Racing était vraiment dedans pendant 50 minutes. Match de grande qualité à l'extérieur de la part du Racing. Très bonne occupation notamment. D'ailleurs, j'en profite. On a un maillot sur la table, maillot du Racing qui est à gagner dans les commentaires. Où vous avez juste à commenter et vous pouvez participer. Liker, commenter. Voilà, tout à fait. Likez, commentez et abonnez-vous. On peut passer les 10 000 abonnés sur YouTube parce qu'il y a plein de gens qui regardent sans être abonnés quand même. C'est vrai. Donc, si vous êtes auditeur, il y a un maillot donc, du Racing, maillot de match, à gagner sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à venir sur YouTube, poser votre petit commentaire et votre abonnement. Donc, j'en reviens du coup à ce sujet-là. Comment on peut être dans le match pendant 50 minutes et avoir un switch aussi gros, prendre un 47-0 ensuite sur les 25 minutes restantes? Est-ce que c'est physique ? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sacha, mais tu me donneras ton avis. Mais je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Déjà, pendant 50 minutes, on est à 15. Donc ça y joue face à des équipes comme ça. Il ne faut rien leur laisser. Et sur cette action qui nous fait basculer dans un truc quand même négatif,
Pas pour incriminer Diego, qui est un super joueur et qui fait des super matchs depuis le début de la saison. Pour contextualiser, il y a un déblayage à la tête, un peu en retard, qui annule un essai, qui déclenche un carton jaune. Exactement. Et là, tu bascules de plus 12 tu restes à 5 points et derrière, cette pénalité leur permet de marquer. Donc en fait, tu te retrouves d'un truc positif à un truc ultra négatif. Donc déjà, ça te met un coup moral et c'est une équipe qui commençait à douter. Et ces équipes-là, quand elles commencent à douter, elles font des erreurs, elles vont surjouer, elles vont s'exposer, etc. Et on a fait tout l'inverse. On a baissé la tête, on a concédé cet essai et ça nous a mis dans le dur. Donc tous ces facteurs-là ont fait que ça a été très difficile. Derrière, ils ont fait rentrer des joueurs de très grande qualité, que ce soit Nico Deporter, Lubiel Barré, Tamaï Funa et toute la clique. Duprez aussi. Duprez aussi, qui a fait une très belle rentrée, qui a été monstrueux, qui fait des très grandes perfs depuis très longtemps. Tout ça fait que leur coaching a été très performant et leur a servi. Donc, au bout d'un moment, tu lâches, ça lâche les intérieurs, ça court plus, ça fait plus les efforts. Et ils mettent énormément de vitesse. Donc, c'est une équipe de transition. Nous, on perd des ballons, on veut surjouer pour rattraper le score. Tout ça fait qu'à la fin, tu te retrouves à ce résultat-là. Et après, tu peut-être, comme tu savais que Sacha venait, tu voulais peut-être rattraper son fameux match contre l'Afrique du Sud où il a pris une rousse. Il a enfin connu ce que j'ai vécu. Voilà. Ouais. Mais j'avais déjà vécu. En Australie, j'en ai pris des tartines aussi. Ouais. Ça, c'est des matchs où là, quand tu sens que ça t'échappe complètement et tout. En plus, il faisait froid, non? En fait, déjà, il faisait froid. Il y a tout qui leur réussissait. Les rebonds, parce qu'en vrai, on prend 2-3 essais. Tu te dis, putain, on doit jamais les prendre, ceux-là. Hugo, le rebond, le Hugo, truc. Il y avait tout qui allait pour eux à la fin. Et après, c'est mérité. Il n'y a rien à dire. C'est pour ça qu'ils sont champions d'Europe. Ils ont des joueurs extraordinaires. C'est une équipe qui, quand elle est en confiance et qu'elle arrive à mettre son jeu en place, c'est très difficile. Tu veux une petite stat? Vas-y. En seconde mi-temps, ils sont rentrés 9 fois dans 22. Ils ont marqué 8 fois. Ça veut dire quand même beaucoup pour une équipe. Mais je suis d'accord sur ce que dit Gaël. La seule équipe qui a réussi à tenir le bras de fer, c'est Pau. Ils l'ont emporté. Vous avez une opportunité avec les Cédab aussi de leur mettre un vrai coup. Et derrière, je pense qu'il y a une masterclass aussi de coaching de la part de Yannick Bru. Tu fais rentrer Deporter et Louis Bielbarré sur une équipe qui est déjà fatiguée, qui s'est employée physiquement. Il y a forcément beaucoup plus d'espace et tu l'as vu une ou deux fois, Loulou il prend le ballon et il va beaucoup trop vite pour tout le monde. Donc moi j'imagine que vous devez être hyper frustré parce que le score il fait mal. Il fait très mal le score. Il est large mais il reflète pas du tout la physionomie de la rencontre, quoi. Est-ce qu'on paye pas aussi dans cette fin de match les 50 minutes où justement on est dedans, on est physiquement, on résiste et tout côté Racing? Je pense qu'on est une équipe beaucoup plus physique que je te parle de la puissance, etc. C'est pour ça qu'on a gagné beaucoup de duels et tout en première mi-temps jusqu'à la 50e. Eux, c'est une équipe faite de transition. C'est une équipe qui joue dans les transitions. On le voit bien, hein, tous leurs essais, ils viennent de là. Ils construisent pas le jeu. Hein. On croit que c'est une équipe qui joue énormément, mais ils tiennent pas très longtemps le ballon. Par contre, ils vont très vite marquer sur un lancement sur touche, sur un jeu de transition. Un jeu de transition, c'est quoi? C'est quand le ballon, par exemple, il sort pas du terrain. Et nous, on s'était mis comme objectif de sortir le ballon en touche pour ralentir le jeu, pour casser le timing, etc. Et on n'a pas réussi à le faire. C'est là où marque Damien Penaud avec ce jeu de transition avec Jalibert qui déborde tout le monde. Et c'est ce qu'il cherche à faire, un peu comme le Stade Toulousain. Hein. Le Stade Toulousain, on dit qu'il garde le ballon un peu plus quand même, mais c'est une équipe de transition. Ils exploitent la contre-attaque. Que Jalibert s'exprime parfaitement bien dans cette équipe-là, parce qu'il a des qualités offensives, des qualités d'adaptation qui sont énormes. Quand on voit, il y a des actions où ça part de rien, entre guillemets. Juste, il va déclencher les trucs sur du jeu de transition, sur parfois des défenses un peu désorganisées, des montées qui sont pas bonnes. Au moins, il le sent, c'est celle où il va chercher justement Damien Penaud. Il y a une montée qui est pas parfaite défensivement. Il attaque direct l'espace. Et c'est cette capacité à transformer ça que je trouve. C'est une équipe physiquement. Tu vois, Gaël le soulignait, tu l'as connu. Ils ont Thibaut Giroud, un préparateur physique, qui est un des préparateurs physiques les plus exigeants en France. Tu vois, là, sur cette période de Noël, je pense qu'il a dû vraiment les triquer un petit peu. Et sur l'heure de jeu, qui est souvent le moment de bascule dans les grands matchs où il faut tenir le bras de fer, on les a vus accélérer, faire rentrer des mecs puissants, importants. Ils ont eu des mecs aussi... je pense à Moefana qui a fait un match assez solide. Je pense à leur numéro 8, Mathieu, qui a été très fort, qui a été capable aussi d'être un vrai relais pour les trois quarts. Ça, pour moi, ça a fait la bascule sur une équipe du Racing qui est un peu plus lourde, un peu plus puissante. Tu vois, il l'a dit, Nathan Hughes. C'est des mecs qui, forcément, vont gagner des collisions, mais sur les intérieurs, sont peut-être un peu plus en difficulté. Le petit pas de plus, le petit effort de plus pour aller fermer les... Justement, je trouve ça intéressant de parler de Mathieu, parce que je trouve que... Alors, l'année dernière, il s'est un peu révélé auprès du grand public. C'est un vrai bon joueur, qui a fait des listes équipe de France, etc. Là, je trouve qu'il est en train de passer un cap supplémentaire encore dans son volume de jeu, dans sa puissance. Il a pris 5-6 kilos, c'est Bru qui l'annonçait. Est-ce que c'est un profil qu'il faut vraiment garder à l'œil pour l'avenir des Bleus, notamment, peut-être?
Ouais, bah, pour moi, clairement, il fait partie de ces joueurs à très très fort potentiel qui sont passés par le rugby à 7 aussi pour Ouais. développer des qualités physiques, des qualités de duel, Aérienne aussi. etc. Un petit peu à l'image d'Esteban Capilla, tu vois, qu'on Ouais, commence à totalement. voir. Moi, c'est un profil qui me rappelle un petit peu Célevasio Tolofoa au début, tu vois, quand il était encore ultra mobile, un peu moins lourd. Il a cette capacité d'encaisser les chocs, les contacts, mais il a aussi cette capacité à faire jouer, à être ultra présent, ultra dominant. Je trouve vraiment que c'est un joueur sur qui il va falloir vraiment Il avoir va un œil. 15 000 aussi. Il va très très Vraiment vite. très vite. Ouais. Il a des Il mains. a des qualités physiques incroyables. Troisième ligne ultra moderne. Et Gaël, c'était ton deuxième match d'affilée à l'aile. Ouais, bah apparemment, j'ai retrouvé mes cannes. Non, mais. Belle prépa à Dubaï, ça. Ouais, exactement. On a tellement travaillé à Dubaï Ouais, qu'ils m'ont mis à l'aile maintenant. Et séance de vitesse 3 fois par jour et tout. C'est exactement ça. Non, mais en vrai, je pense que on a beaucoup de très bons joueurs au centre. Ouais. Et la solution, c'est de me décaler à l'aile aussi. Sachant qu'on a des joueurs super puissants et dans le jeu qu'on produit, on n'a pas un jeu d'évitement, on a un jeu assez frontal et direct. Donc je pense que Collazo préfère mettre des joueurs plus physiques au milieu du terrain. Après, c'est un point de vue. Hein. Chacun a le droit de penser comme il veut. Mais je pense que c'est sa vision des choses. Il veut un jeu direct avec Vinaya, Bossi, Joe Manu qui fait des très bons matchs aussi, qui est très physique, très costaud, très grand. Et moi, en fait, c'est de diriger un peu tout ça derrière, essayer de dézoner parce que c'est comme si tu jouais avec 300. En fait, je suis jamais à l'aile. Trois Au fois final, de suite, je me retrouve tout le temps au milieu. Mais c'est ça, mais 3 fois de suite, tu prends le ballon en tant que numéro 10. Exactement. Moi, je me suis dit, ça y est, il est 10, ça y est, il se je fais régale. un peu n'importe quoi. J'arrive pas à rester sur l'aile. Non, mais j'essaye de retourner sur l'aile. Mais en tout cas, ça peut aider sur la défense, etc. Mais dans le jeu, c'est comme si je jouais centre, honnêtement. J'ai pas de numéro dans le dos. C'est comme si, des fois, je me retrouve en numéro 10, comme tu l'as dit. Des fois, je me retrouve au centre. Des fois, c'est Vinaya qui se retrouve à l'aile parce qu'il a moins de communication. C'est un joueur talentueux, tout le monde le sait. Il est hyper puissant, c'est un tronc d'arbre. Mais c'est vrai que dans la communication, c'est des gens très discrets. Donc ils ont du mal à annoncer les systèmes, etc. Donc j'essaye de prendre le relais sur ça. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas aussi une partie où Patrice veut absolument te garder sur le terrain parce que tu es le leader de défense et vous avez des bouchées, hein, mais effectivement, tu as parlé de la communication entre Tuisova, Abossi, Manu. Est-ce que toi, justement, tu n'es pas aussi ce régulateur qui leur permet... Quand tu mets 4 étrangers sur la feuille de match, voire même 5, là derrière, j'étais peut-être le seul avec le numéro 10 et le numéro 9. On était les 3 seuls français, donc avec une communication française. Les autres, ils étaient tous étrangers, donc ils parlent un peu moins, tu sais, ils sont un peu plus... Puis ils sont super jeunes, 9-10. Ils sont jeunes, etc. Donc je pense que c'est pour aussi, comme tu as dit, les aider, les épauler. Mais ça aide pas mal. Pendant le match, on t'a vu beaucoup parler avec Hugoson, notamment. Ouais, totalement. À tous les arrêts de jeu, c'était constamment avec lui. Justement, on parlait de Collazo. Il a déjà replacé d'autres... il est habitué, il est un peu coutumier du fait de replacer des joueurs. C'est lui qui avait replacé Botia au centre. À une époque, qui avait repassé Botia du centre à la 3e ligne, autant pour moi, et qui avait mis aussi Abossi, plutôt ailier, notamment le fameux clip où on voit Damien Penaud qui dit c'est un tronc d'arbre. Abossi était à l'aile sur ce match-là. Il est ailier de formation, Abossi, et en fait il l'a transféré au centre parce que c'est un mec qui doit toucher des ballons. Mais c'est vrai qu'il faut arriver à trouver un juste équilibre parce que, comme je te disais, si tu as des mecs qui parlent pas trop, c'est très difficile d'écarter et d'aérer le jeu. Donc il faut arriver à avoir une composition où c'est harmonieux, etc. Mais c'est pas simple parce que quand t'as Tuisova, t'as envie de le mettre. Quand t'as Joe Manu, t'as envie de le mettre. Lui, d'ailleurs, je trouve qu'il a un physique, Manu. C'est très grand, c'est un athlète, etc. Donc il a des choix pas faciles à faire et c'est très compliqué. Mais il faut trouver une harmonie dans tout ça. Mais je pense que la communication, c'est un point qui est complètement sous-coté dans le rugby. Le plus tu peux avoir la meilleure équipe du monde si les mecs, c'est que des muets qui parlent pas. Tu peux rien faire aujourd'hui. Juste dire je suis à ton intérieur. Ça te rassure tellement, tu sais que tu te feras pas prendre, tu te concentres sur ton externe, etc. La com, c'est un point qui est difficilement entraînable, mais qui est tellement important. Donc avoir des mecs qui aiment parler, à bon escient, encore une fois, vois, pas parler pour n'importe quoi, mais pour moi, c'est une des clés du rugby moderne. D'ailleurs, c'est quand même un point où si tu vas à un entraînement d'une équipe pro, où t'as pas le bruit du stade, t'entends toutes les coms, et déjà c'est hallucinant sur une simple mise en place, toutes les communications qui sont données. Si tu vas à un match amateur juste après, tu verras qu'il y a une énorme différence
référence dans tout ce qui est dit. Et c'est ce que j'ai... justement, sur le tournoi de Dubaï, j'ai joué avec des mecs qui ont pas l'habitude de jouer trop au rugby. Et je leur ai dit, les gars, il faut parler. En fait, si vous donnez les infos, même si ça peut vous paraître bête, juste je suis là, j'ai lui... mais en fait, en vrai, ça va. Ils faisaient les efforts. Mais je leur ai dit, si vous donnez les infos, vous verrez que ce sera beaucoup plus simple de jouer. Ça vous paraîtra pas juste, mais qu'est-ce qu'il fait là, le mec tout seul là-bas et tout. Juste de simplement donner l'information ou même dire qu'on est là, dire qu'on a lui. Ça fait une différence de fou. Et tu le vois, les coachs, souvent sur des petits exercices de passe, ils vont te dire allez, comme, juste appeler par ton prénom, commencer à réveiller la voix. C'est primordial. Chez les plus jeunes aussi, leur dire rapidement de donner les infos, d'appeler les ballons. Oui, comme ça, juste des simples trucs, inté, exté, etc. C'est primordial. Mais si vous avez l'occasion d'aller voir un club professionnel s'entraîner, n'hésitez pas, parce que cet aspect-là qu'on n'entend pas dans les stades pourrait vous surprendre. Et d'ailleurs, il y a un point, moi, que j'ai jamais compris. Quand tu joues avec un peu de monde ou qu'il y a un peu de bruit, comment ça se fait qu'on s'entend si bien avec les gens sur le terrain? Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai que attends, il y a des matchs. Moi, j'ai joué au Vélodrome. De l'Afrique du Sud, on n'entendait rien. Pour annoncer les trucs, j'étais obligé d'aller dans l'oreille de Joe Danti lui dire non, mais c'est vrai, c'était un truc de dingue. Et moi j'ai joué avec un peu de monde, c'est pas tant de monde. Vélodrome, Stadium municipal. Je me souviens, je te promets tellement. Il y avait Sekou Makalou qui avait percé. Il s'était relevé, il était reparti avec le ballon et l'arbitre avait sifflé alors qu'il n'y avait pas eu faute parce qu'il avait relâché le ballon, etc. Il y avait eu un bruit dans le stade, j'avais jamais entendu ça. Ça faisait mal aux oreilles. Donc il y a des stades où franchement, t'entends rien. Tu vas à Cardiff contre le Pays de Galles, t'entends rien. Donc, tu es obligé de te parler, d'annoncer, etc. Après, on a des gestes visuels aussi. Ouais. Moi, c'est pour ça que je lève tout le temps les mains. Tout le monde me dit, mais il fait quoi? Il râle et tout. C'est juste pour annoncer des trucs parce que les mecs, ils t'entendent pas. C'est communication. Encore une fois, le point important. Du coup, on a pu voir sur ces 15 jours l'arrivée de Tupou. Le pilier droit australien, 29 ans, quasiment 70 sélections. Physique hors norme, des plus gros mollets que tu sauves. Officiel. C'est bien. Le physique qui est là. On en pense quoi? C'est quoi les premières impressions? Il fait un bon premier match. Tu comprends pourquoi c'est un des meilleurs piliers droits du monde, honnêtement. Très costaud sur les basiques, des mains de dingue, il pourrait jouer 3 quarts. Les mains. Une vision du jeu terrible. Très agressif. Je pense qu'en plus, là, il n'est pas encore à son prime physique parce que il a quand même enchaîné une grosse saison avec le Super Rugby, puis le Four Nations. Le repas de Noël qui est costaud. Non, plus la tournée de novembre. Le banquet. Plus le repas de Noël, plus le jour de l'an. Mais je pense qu'il va nous faire du bien. C'est un mec qui a beaucoup d'expérience. Comme tu as dit, il a 29 ans, 70 sélections, c'est pas rien en Australie. C'est hors norme. Il va nous faire du bien. Il a marqué un doublé pour son premier match. Là, contre Bordeaux, il est rentré là où on a pris la foudre, donc c'était un peu moins simple. En plus, ça allait à 10 000, donc c'était pas le meilleur moment pour faire une perf, mais il va nous apporter, ça c'est sûr. Moi, j'ai une petite question sur lui, parce que je l'ai beaucoup commenté avec les Waratahs. Comme tu dis, impressionnant, surtout cette qualité de main qu'il a. Je l'ai vu faire des chisteras, des sautés, etc. Il a une lecture, il va fixer au dernier moment, il est très bon. Moi, la petite interrogation que j'ai, ça va être la répétition des matchs sur synthétique. Je sais pas si pour lui, c'est... Je pense que il a eu des problèmes de dos, on l'a vu face à Montauban où il est ressorti. Tu sens que quand même, physiquement, là, la saison, elle commence à être longue, donc il va falloir bien le gérer. Je pense que là, il y a une coupure de 2 semaines où il va se remettre en forme, il va s'entraîner, etc. Mais je pense qu'il va pas jouer. Je suis pas coach, mais je pense qu'ils vont faire ça pour qu'il revienne en forme sur les prochains matchs de championnat. Mais c'est sûr que là où tu as raison, il est très lourd. Et là, une saison entière, on se rend pas compte, mais c'est des mecs qui enchaînent. Là, ils ont fait 15 matchs avec l'Australie. La tournée des Lions et tout. Donc, c'est pas simple pour lui, je pense. Il a enchaîné énormément. Mais c'est un mec qui va nous apporter une plus-value énorme. Ça, c'est une certitude. Ça commence à faire de la profondeur à droite aussi, côté Racing. Parce qu'avec Bamba, qui est un élément de dingue, ça commence à faire du monde. S'il n'y a pas beaucoup de blessés au Racing, tu as quand même une équipe de mal. Là. Enfin, vous avez quand même des sacrés joueurs encore, même qui sont encore à l'infirmerie. Tu as quand même une équipe. Tu as Max Springs qui va rentrer, qui va nous faire du bien, qui est dans le leadership, dans tout ce qu'il peut apporter. Il est incroyable. Tu as Ibou Diallo qui va revenir, un gros leader quand même du Racing. Donc non, on n'est pas trop mal. Après, ce qui compte, c'est gagner des grosses équipes. Et là, ce week-end, on l'a vu, il nous manquait 30 minutes pour rivaliser avec les meilleurs. Mais je suis sûr que cette marge, elle va se réduire jusqu'à la fin du championnat. Cette semaine, du coup, c'est le retour de la Pro D2, un sujet qui est cher à notre cher Sacha. Un championnat de plus en plus compétitif, au point que Brive pointe à la 8e place de ce championnat. T'es déçu. On sent la déception. Ça me fait mal au cœur, vous imaginez pas. C'est quoi les différences au quotidien pour une équipe de Pro D2 par rapport à du Top 14, pour les gens qui ne connaissent pas forcément, dans le rythme ou par exemple les installations
Franchement, il y en a énormément. Pour te dire, déjà, quand tu joues en Pro D2, tu joues jamais le week-end. Tu joues soit le jeudi, soit le vendredi. Donc déjà, tes semaines, elles sont pas du tout faites de la même manière. En termes d'installation, il y a une énorme différence entre les clubs. Tu as des clubs qui sont très bien structurés. Je pense à Vannes, qui a un centre à 2 millions. Et en même temps, moi, quand je suis arrivé à Vannes, on s'entraînait dans des préfabriqués, tu vois. Et il y a plein de clubs aujourd'hui, Dax, Colomiers, ils ont des trucs qui sont encore assez vétustes, tu vois. Ça, c'est une vraie différence. Les déplacements, forcément. Ouais. L'avion, tu le touches quasiment jamais. Tu le touches jamais. Ouais. C'est du bus, non? Tout le temps. C'est du bus. Alors, tout le monde n'a pas les mêmes bus en plus. Hein. Ouais. Non. Alors, moi, j'avais un grand jeu parce qu'avec Van, on faisait beaucoup de bus. Et nous, avec Van, on faisait parfois 20 heures. Tu vois, 10-12 heures aller, pareil, retour. Donc là, c'est un calvaire. C'est l'enfer. Quand tu prends en plus une pilule le week-end ou que t'as un pet, tu vois, moi je m'étais cassé la main à 9h, rentré de 9h, avec la main pétée, enfin horrible. Les déplacements en bus, bon en plus on les connaît, moi j'ai été assez surpris parce que... Il y a des déplacements, si tu peux avoir une petite alerte ischio, t'inquiète pas, ça se voit le lundi. Mais non, il y a plein de trucs dont on pense pas forcément. Mais tu vois, par exemple, quand tu fais un déplacement, que tu joues un vendredi à 21h en prime time, que tu finis très tard, forcément, tu finis vers 23h, que tu repars en bus, donc tu arrives à Vannes le samedi, il est 11h, tu t'entraînes le lendemain, tu vois. Ouais. Ton corps, il est crevé parce que tu as eu ça. Et tu as entraînement le lendemain. On en parlait la dernière fois, Gaël. Les gens, ils ont souvent tendance à penser que les entraînements sont pas si durs que ça. Mais le dimanche, tu refais des squats, tu refais de la vitesse, tu refais du rugby. Donc ça fait partie des grosses différences. Après, il y a forcément la partie salariale. Ouais. Je pense qu'on a du mal à situer aujourd'hui combien gagne un joueur de Pro D2. Mais dans des clubs, il y a des mecs qui gagnent, moi je le sais parce que j'étais dans ce genre de club, il y a des mecs qui gagnent 2000 € en Pro D2. 2000 € en Pro D2, quand tu connais la précarité un peu du rugby, tu signes des contrats parfois d'1 an, tu as la santé, tu as les blessures, etc. C'est vrai que c'est assez particulier. Et moi, j'aime bien comparer un petit peu le système aujourd'hui qu'on a avec une échelle. Quand tu es en top 14, tu sais que si tu es plus performant, etc., tu descends en Pro D2. Mais quand tu es en Pro D2, derrière, tu descends en national. National, c'est pas 100% pro. Il y a plein de clubs aujourd'hui qui ont des vrais effectifs, des vraies structurations, etc. Mais tu sais que tu t'as chaud, tu vois, quand t'es pas performant, quand t'es pas dans les plans du coach, quand t'es blessé, t'as pas envie d'y descendre en national. Alors aujourd'hui, c'est en train d'augmenter, national 2. Mais c'est vrai que t'as pas envie d'aller toucher à ça parce que tu sais que tu vas perdre encore en salaire, tu vas perdre en confort parce que t'as les terrains, les trucs, etc. T'es pas diffusé, t'as pas tu vois, en termes de visibilité. Tu te montres moins. T'es pas diffusé à la télé. Il y a des matchs. Ouais, aujourd'hui c'est diffusé sur Rugby-Rama, etc. Très bien. Mais non, mais voilà, quand tu passes pas à la télé, etc., c'est quand même plus compliqué de pouvoir rebondir après, quoi. C'est Hugo Son qui nous avait dit qu'il avait été surpris la fois, qui a dit qu'il avait été surpris la fois où il avait pris justement l'avion avec le Racing. Un jet privé, en plus, il a dû halluciner. Il arrive au Bourget, il a dit mais on est dans quel monde? Par contre, ce week-end, il est redescendu sur terre parce que ce week-end, on a fait le train, on l'a raté, très compliqué. Ouais, très compliqué. En fait, le train n'est pas venu. Le train n'est pas venu, du coup, on a dû prendre le RER. Aller à Montparnasse. Montagner la poupou dans le RER. Je te promets, c'était lunaire. Gaël, ça fait longtemps qu'il n'est pas monté dans le RER. J'étais jamais monté dans un RER. Le métro, oui. Non, mais le RER, j'ai jamais pris. J'habite dans Paris. Et du coup, on en rigole. Mais ça nous fait du bien aussi de redescendre un peu. Et quand tu es comme ça dans le RER et que tu croises des darons qui vont aller au travail, et je me dis, ils font ça tous les jours. C'est vrai que des fois, on se rend compte la chance qu'on a. 1h30 de transport. Serré comme ça, à Paris. On a fait Massy, Montparnasse, je peux te dire, franchement, il faisait 3 degrés, on était là, on se regardait, et je disais à Taniela, il vient d'arriver, je lui ai dit, c'est pas comme ça tous les week-ends. Parce que lui, il a dû se dire, attends, c'est comme ça tous les week-ends, moi je me barre en Australie, je suis pas venu pour ça. On lui a promis des jets privés pour aller. Il arrive, il neige là, et là, il est chez lui, il est comme un. Là, il doit se dire, mais qu'est-ce que je fais? Tout à l'heure, j'ai vu, il a mis une story barbecue sous la neige, il doit se dire, mais. Ramenez-moi en Australie. Mais ça nous fait du bien un peu de. Je trouve que c'est bien de vivre des expériences comme ça. On en rigolera plus tard, mais sur le coup, tu rigoles pas, mais là, maintenant, on en rigole. Non, mais quand tu montes en top 14, c'est vrai que t'as ce vrai truc, nous, à Vannes, quand on a arrêté le bus l'an dernier, ils ont pas pris le bus une fois. Mais les mecs, ils étaient aux anges. Tu prends des avions privés parce que t'as plus de budget. C'est royal, quoi.
Ouais, en fait, ça change tout. Ça change ta récup, ça change toute ta semaine, finalement. C'est des T'es chez facteurs toi qu'on plus tôt. néglige des fois, mais rien que déjà, tu vois, toute la semaine, du lundi au samedi, t'es avec les gars de l'équipe. Ouais. Tu les lâches pas, tu rentres chez toi, tu dors, tu te réveilles, tu retournes au mastic. Et le fait de pouvoir avoir juste une journée où tu coupes complètement du rugby, ça change tout. Vraiment. Ça, Tu pars pas la veille, tu vois, Ouais. ça aussi. Tu dors pas dans des hôtels, Ouais. potentiellement avec un mec qui ronfle. Enfin, t'as plein de trucs qui peuvent être un peu chiants en vrai. Quand tu pars en avion, bah, tu vois, tu pars le matin, t'arrives, tu fais ton match et tu repars après. C'est royal. Ouais, c'est magnifique. Mais même au-delà de ça, ça reste quand même malgré tout un championnat qui permet aux jeunes de se développer. On en voit, il y en a plein qui passent par la case Pro E2, qui arrivent en top 14, d'ailleurs, qui sont hyper intéressants. Bah, Thomas Ramos, c'est l'exemple, je pense. Le suprême. Ah ouais, c'est passage en Pro Moi, en D2. plus, je l'ai vécu cette période avec lui. Enfin, tu devais y être aussi, Sacha. Mais il était vraiment dans le dur. On voyait qu'il avait du potentiel, etc. Mais tu pouvais pas te douter qu'il allait avoir un tel niveau. Et je pense que ça lui a forgé son caractère, honnêtement. Ouais. C'est un mec qui s'est nourri de ça. Et aujourd'hui, on a des prospects qui sont hyper intéressants. Delpi, on a Afan à Brive qui est hyper intéressant, le droitier bordelais, prêté à Brive. Il me semble qu'il est toujours prêté à Brive. Mais il y a quand même un truc sur lequel moi je voulais qu'on aborde le sujet. Il y a un sujet que je voulais qu'on aborde. C'est le sujet du barrage d'accession. Vous savez, le fameux match entre l'équipe de Pro D2, donc c'est le perdant de la finale de Pro D2 contre le 13e du top 14. Moi, j'adore ce match. Moi, je vais être complètement honnête, complètement transparent. Moi, je les regarde tous. C'est un des rares que je regarde, mais franchement. En fait, c'est un match à la vie, à la mort. C'est génial. Je trouve que les conséquences sont extrêmes. Et tu perds, t'es en Pro D2, tu gagnes, t'es en top 14. Et émotionnellement, je trouve ça fou. Mais il y a quand même pas mal de critiques. On a une équipe comme Grenoble qui l'a perdu 3 fois consécutivement. Est-ce que c'est un format qui favorise l'équipe de top 14 ? Bah, à chaque fois, c'est serré quand même les résultats. Je sais Moi, pas si tu te souviens, mais Montpellier, il y a 2 ans, c'était chaud. L'année dernière, bon, ça allait, mais c'était pas non plus évident. Donc, je suis pas sûr. Tu joues quand même chez l'équipe de Pro D2. Donc, c'est un déplacement en plus avec leur public. Beaucoup de pression parce que les mecs, faut pas oublier qu'ils jouent leur salaire, ils jouent leur vie, ils jouent tout là. On en parlait juste avant. On parle pas juste d'une simple. Il faut comprendre qu'ils jouent tout. Ils jouent leur salaire, baisse de salaire s'ils descendent en Pro D2, s'ils restent en top 14, c'est pas le même statut, etc. Donc, je pense que quand tu y vas, tu es un peu comme ça. Même si tu es serein parce que normalement, tu es meilleur que l'équipe qui doit monter de Pro D2, mais tu n'es pas serein non plus au point d'arriver les mains au haut du guidon. Quoi. Non, et puis oui, voilà, en fait, c'est pas un rapport de force qui est si inégal qu'on le voit. On a eu globalement, on va dire que des matchs serrés. Il y a l'équipe de Pro D2 a déjà gagné, il faut pas l'oublier aussi. Biarritz au tir au but. Ça, c'était un match légendaire. Bayonne-Biarritz au tir au but. Franchement, et j'abuse pas quand je dis ça, c'est un des plus grands matchs de l'histoire du rugby français. C'était en termes de scénario et tout. Mais c'est justement parce que les conséquences sont extrêmes. C'est ça qui est trop bien. Elles sont extrêmes, clairement, parce que les revenus sont pas les mêmes pour un club quand tu es en top 14. Déjà, au niveau des droits télé, qui sont les plus gros revenus pour les clubs. Donc après, le petit côté un petit peu inégal, et tu le vois avec Montauban, c'est quand tu montes en top 14, t'affrontes des écuries qui sont rodées avec des stars, etc. Donc les équipes, elles ont une grosse concentration de très très bons joueurs, alors que parfois dans les clubs de Pro D2, t'as 3-4 bons joueurs qui portent un petit peu les équipes. Tu manques un petit peu d'homogénéité. Et après, je trouve ça top de le faire dans le stade de l'équipe de Pro D2, parce que justement, c'est un chaudron. Il faut savoir que l'équipe de Pro D2, elle a déjà joué une finale, qu'elle a perdue. Mais donc, du coup, elle s'est déjà jaugée. Et tu as une espèce de petit ascendant psychologique dans le sens où, la plupart du temps, les 13e, ils ont passé des saisons galères, ils ont perdu énormément, ils ont gagné quasiment 0 fois à l'extérieur, tu vois. Ouais, mais après, ils ont aussi plus de temps pour la préparer. Mais t'as aussi le manque de rythme, tu vois. La saison, elle est longue, beaucoup de blessés. Les mecs, ils arrivent, ils sont comme ça parce qu'ils se disent à tout moment, on perd tout, tu vois. Donc, je pense que moi, je trouve qu'en fait, le contraste, il est équilibré en soi. Bien sûr qu'ils sont plus performants, l'équipe de top 14 est plus performante, etc. Mais le déplacement, le fait de jouer à l'extérieur, la pression de toute la saison, tous les blessés, la fatigue accumulée, etc. Moi, quand on a joué la semaine dernière contre Montauban, les mecs, ils sont essorés. Et franchement, c'est pas facile pour eux tous les week-ends. Bien sûr qu'ils ont 3-4 joueurs qui font des fulgurances incroyables, mais toute la saison, ils prennent des rafales, les pauvres. Donc, honnêtement, c'est très dur mentalement. J'en parlais avec Tius Board, avec qui j'ai joué longtemps. Il me disait, c'est dur parce que même pour eux, mentalement, tu reviens tous les lundis matins à 6h, tu vois les vidéos, tu leur dis, ouais, les gars, ça va pas, ça va pas.
Et ça, toute la saison, mentalement, tu perds des mecs, tu vois. Ouais, c'est dur. Mais pour voir la différence, sur ça, c'est qu'en plus, Montauban a fait le choix de quasiment pas recruter parce qu'ils savent que c'est quasiment mission impossible. Vannes avait plutôt bien recruté l'an dernier. Ils sont quand même descendus. Donc, tu vois, ils ont fait ce choix-là. Ils savaient qu'ils allaient vivre une saison un peu galère. Au final, Perpignan a été vraiment en difficulté sur le début de la saison. Mais si tu veux, les équipes, quand elles vont pour redescendre, en fait, tu joues avec la peur, alors que l'équipe qui joue le match d'Access, mais elle joue avec le Graal, tu vois. Ouais, elle peut toucher ce dont la plupart de son effectif n'a jamais c'est un peu tout à gagner, vécu. tout à perdre. Exactement. C'est tout ça. Et au pire, tu restes dans ton championnat. Mais est-ce que c'est... je veux dire, on est d'accord que ça peut avantager ou la mettre dans de meilleures conditions, mais tu dois quand même gérer émotionnellement la perte d'une finale du championnat aussi. Mine de rien. Ouais, qui est dur. Ça peut faire mal selon le scénario. On peut penser à Grenoble. Grenoble, clairement. Mais Grenoble, tu vois, ils s'étaient plutôt bien remobilisés la saison précédente. Mais c'est vrai que la déception, elle est immense. Tu vois une équipe, envahissement de terrain, les mecs lèvent le trophée. Toi, tu sais que le lundi, tu dois repartir parce que tu réenchaînes direct. Ça doit être terrible. Et pour en avoir parlé avec Romain Trouillou, qui a vécu un joueur de Grenoble, un 3/4 centre très talentueux, qui a perdu 3 finales. Et il me dit, mais j'ai eu envie d'arrêter. Et 3 access aussi. Ouais, 3 access. Il me dit, mais j'ai eu envie d'arrêter. Parce que c'est tellement dur. Et il dit, là, je me dis, mais on ne va jamais y arriver. Tu as ce côté-là qui est maxi dur. Mais en même temps, tu vas rejouer un match où tu vas te remettre un palpito dans ton stade avec ton public, ta ville qui va se mobiliser. Tu as quand même une énergie qui est énorme, tu vois. En plus, Grenoble, je ne sais pas si c'est le meilleur exemple pour ça, parce qu'eux, ils sont dans un cadre particulier où là, ils ont eu 6 matchs pour monter en top 14 et c'est pas passé. Donc en gros 3 finales et 3 access qui n'ont jamais basculé de leur côté. Mais tout à l'heure, Sacha, tu as abordé une notion intéressante qui est parce que tu dois aussi caler les calendriers, les saisons sont très longues, mais qui dit caler les calendriers fait que pour l'équipe de Pro E2 qui monte, on a peu de temps pour préparer un effectif, pour faire quelque chose de qualitatif. Au moment où tu gagnes ça, tu es en juin. Tu repars à la prépa 4 semaines plus tard, 3-4 semaines plus tard. Donc en vrai, les contrats de la saison d'après sont déjà tous bouclés quasiment, parce que ça se fait au cours, même parfois au début de la saison, tout est presque déjà bouclé pour les effectifs. Donc tu peux pas vraiment ramener de joueurs. Tu peux des fois des ressources étrangères qui ont des saisons décalées ou des opportunités. Mais en fait, c'est dur quand même d'arriver dans ce top 14, de construire un effectif adéquat. Malgré le fait qu'on ait l'impression que, ok, c'est cool, les phases finales, c'est bien, mais est-ce qu'on n'y perd pas pour l'équipe qui monte ? Non, mais l'exemple, il est parfait. L'exemple que tu donnes avec Montauban. Montauban, ils sont 6e à une meilleure différence de points que le 7e l'an dernier. Donc, ils sont pas du tout prévus. Ils sont presque en phase finale. Ils sont presque contents. Et les mecs réussissent à sortir Colomiers, Brive, je crois. Ouais, à Brive en demi. Non, mais je sais. C'était juste pour venir te le rappeler. Non, mais si tu veux, eux, c'était pas prévu. Moi, à contrario, quand ça s'est passé avec Vannes, on l'avait anticipé. Il y a un vrai projet. Tu as une stabilité financière. Tu vois, Vannes, quand ils sont descendus en Pro D2, ils ont quasiment gardé le même effectif. Ils se sont renforcés. Ils ont perdu Rayassi, Tanivili. Ils ont recruté Dave Cherry, talonneur de l'Écosse. Enfin bon. Mais si tu veux, quand c'est un vrai objectif du club, que tu peux te permettre financièrement de le faire, t'anticipes, tu commences déjà à recruter parce qu'au pire, tu te renforceras pour l'année prochaine. Donc, si tu veux, ça, c'est une vraie plus-value. Mais pour une équipe un peu surprise qui réussit au courage sur des matchs coup près à passer, en fait, elle est morte. Tu l'avais pas prévu. Financièrement, c'est un peu à la dernière minute. Donc, tu vas chercher des mecs en Super Rugby ou qui n'ont pas trop de fin de contrat et tout. C'est compliqué. Ouais. Et il y a aussi, à l'inverse, des clubs comme Brive, qui sont des clubs qui préparent la montée et qui ne montent pas et qui se retrouvent aussi dans des situations avec des joueurs comme les mecs comme Courtelos, etc., qui sont des gros joueurs, des gros salaires, et qui se retrouvent à jouer la Pro D2, alors que ton projet est plutôt de regarder vers le haut. Mais pour clôturer juste ce truc de Pro D2 dont on parlait, tu vois, tu te dis, t'as Courtelos, ils ont Kerwin Bosch et tout, tu te dis, mais cette équipe, elle va surfer sur la Pro D2. Mais ce championnat, il est tellement difficile. C'est le seul championnat au monde de 2e division qui est pro. Déjà, rien que ça, c'est monstrueux. T'as le Japon, mais le Japon, c'est différent avec les entreprises, etc. Mais t'as un tel niveau. Si tu veux, donc en fait, même des top stars, parce que tu parles de Courtelos qui est une superstar, etc. Il est dominant en Pro D2, mais si tu veux, ça permet pas à son équipe parce que tu as une vraie densité. Le système, c'est des blocs, etc. C'est très long. Donc en fait, si tu veux, c'est un championnat qui est très dur, mais
qui est justement ultra intéressant. Ouais, Loz, l'exemple. En fait, il est très bon, il est dominant, mais c'est pas suffisant pour que la simple individualité Exactement. porte Ouais, le c'est truc. pour ça que c'est un sport collectif et qu'on a besoin de tout le monde. Et je pense que l'alchimie des brivistes en ce moment, elle prend pas. Donc c'est plus collectivement qu'individuellement. Ils ont des joueurs incroyables, mais il faut savoir jouer en équipe. Tout à l'heure, il a très bien souligné, tu peux mettre 15 monstres dans la même équipe. Si ça communique pas, si ça joue pas bien, si le système il est pas fluide, tu vas rien pouvoir faire, tu vois. Même des fois, juste si les mecs s'entendent pas. Ouais, exactement. Non, Si mais t'as pas ouais. je sais pas comment te Une dire, osmose. une osmose entre tous ces joueurs, tu pourras rien faire. Et on le voit très bien avec Toulouse. Pourquoi ça marche? Ils mettent 15 joueurs chaque semaine différente. Et les 15 y performent parce qu'il y a une alchimie, ils arrivent à créer une identité forte et quelque chose de spécial. Donc c'est ça la clé pour moi. Mais même en termes de niveau, tu vois, aujourd'hui, Hugoson, il est chez vous, il est Ouais. ultra performant. Ouais. L'an dernier, il jouait un barrage avec la nationale. Donc, il était dans une des pires équipes de Pro D2. Tu le vois, vous avez Night2V, Bien sûr. tu vois, qui est très très bon. Vous avez Wilfried Duleux qui marque plein d'essais. Ferté à Toulon. Ferté, Ferté, Carbo, il fait des etc. C'est des mecs qui sont en Pro D2, qui sont aujourd'hui capables de passer le cap. Delpi, il est allé jouer à Colomiers, il est revenu, il a été trop fort contre Montauban. En fait, le niveau de la Pro D2, on a du mal à se rendre compte, mais tu as quand même des top joueurs. Il est ultra formateur. Tu parlais de la formation. Moi, vous avez un pilier, Lino Julien, Ouais, qui est prêté à Aix. Je le trouve monstrueux. Ouais, très bon. Et franchement, tu vois, et des fois, ils chacaillent et tout, et c'est hyper formateur pour les jeunes. Ouais. Et derrière, ils arrivent en top 14, et les mecs, ils sont pas performent ridicules, aussi. tu vois. Ils sont prêts. Et je vais te dire à l'inverse, je pense qu'il y aurait beaucoup de grands joueurs de top 14 qui seraient moins performants en Pro D2. Ouais. Et je pense que c'est beaucoup des opportunités. Il y a beaucoup de joueurs de Pro D2 qui ont largement le niveau de jouer en top 14. Mais ça, tout le monde le sait. Ouais. Et c'est une évidence. Moi, combien de fois j'ai perdu contre Brive en match amical l'été? Je te promets que c'est vrai. Et tu as des joueurs qui sont ultra performants, mais ils n'ont pas eu la chance, l'opportunité, ou ils l'ont pas saisi au bon moment. Et du coup, ils se sont retrouvés en Pro D2 parce qu'il n'y a pas assez de place dans le top 14. Je suis tellement d'accord Mais avec il y ce a que tu dis. beaucoup, il y a, je dirais pas 50%, mais 30-40% des joueurs de Pro D2 qui performent pourraient jouer en top 14 largement. Moi, je connais beaucoup de joueurs qui sont en manque de temps de jeu en top 14, à qui on dit, bah vas-y, va en Pro D2, qui veulent pas y aller. Parce qu'ils savent que ça va être dur, qu'ils vont peut-être être dans des clubs moins de visibilité, moins de bons partenaires à côté. Et si tu veux, ils préfèrent rester dans des clubs top 14, avoir la chance quand il y a des doublons, quand il y a des trucs, etc., de se montrer, que d'aller en Pro D2 où là, c'est dur, là, ça chacaille terrible et tout. Donc, je le rejoins entièrement. C'est vrai que tu parlais dans une équipe, il y a quelques éléments qui sont dominants en Pro D2, mais c'est pas autant qu'en top 14 où tu vas avoir plein de très très bons joueurs partout. C'est-à-dire que tu as un niveau global qui est quand même assez élevé, tiré par quelques mecs encore au-dessus, mais c'est quand même légèrement en dessous. Et des fois, si les mecs sont moins bons autour de toi, tu peux baisser ton niveau à toi aussi. Exactement. Et je pense que c'est ce que certains mecs de top 14 craignent quand on leur propose du temps de jeu en Pro D2. Ça, c'est un truc où, en fait, le niveau des gars autour, ça influence. Et c'est là où ce qu'a fait Thomas Ramos, tu vois, accepter, dire vas-y, je vais y aller et je vais montrer que je suis capable. Tu vois, il a entre guillemets, il s'est assumé. Et derrière, c'est. Il est revenu et. Non, mais il y en a plein. Hein. Même comme tu parles de Wilfried Duleux, qui aurait cru que cette année, il allait marquer autant d'essais et là, c'est notre titulaire. Honnêtement, là, il s'est blessé. Sinon, c'était lui qui jouait à l'aile parce qu'il est ultra performant. Il marque tous les matchs. Tu sais que quand il est sur le terrain, il marque. Donc, tu le mets. Et il fait pas d'erreur. Il est propre. Il a une mentalité de dingue. Il est hyper pro. Donc, comme quoi, je te dis, il y a plein de joueurs de Pro D2 qui pourraient jouer en top 14. Mais d'ailleurs, les joueurs de Pro D2, ça peut être une belle opportunité de recrutement. Des fois, quand tu montes, te dire, OK, il y a quelques moins gars... cher. Il te coûte moins cher. Pour un club de top 14, au lieu d'aller recruter un étranger qui va te coûter 1,5 tonne, tu préfères miser sur un jeune à fort potentiel qui joue en Pro D2 et qui performe en Pro D2. Parce que pour moi, quand tu performes en Pro D2, c'est que tu as le niveau top 14. Si tu te démarres comme faisait Ange Capuzzo, Wilfried Duleux l'année dernière, et j'en passe, Thomas Leno, par exemple, qui est venu chez nous, titulaire indiscutable, il joue tous les matchs. Tu vois, par exemple. Et c'est un joueur que, à la base, tu te dis, pourquoi je ne pourrais pas prendre un deuxième ligne irlandais et il fait largement le taf et il est très compétent. Mais les clubs s'en rendent compte de plus en plus. Hein. Castres recrute énormément en Pro D2. Tu vois, Clermont l'a fait beaucoup. Ils sont allés chercher Loa. Enfin, ils sont allés chercher d'autres trucs. Il n'y a pas que des bons paris. Je suis d'accord. Il y a des fois où le gap est trop important, etc. Mais globalement, ça reste des bonnes opportunités parce que les joueurs sont ultra intéressés. Tu vas pas les payer super cher parce que les mecs, comme je te disais, il y a quand même beaucoup de mecs en Pro D2 qui gagnent pas énormément. Donc, quand tu vas leur proposer 6-7 000 euros, les mecs ils vont te dire c'est génial, trop bien et tout. Et donc, du coup, t'es gagnant-gagnant, quoi. On parle un peu de Coupe d'Europe ? Allez. Donc, ce week-end reprend les fameuses Coupes d'Europe. Bloc de 2 matchs qui sont assez décisifs quand même pour la suite de la compétition, même si entre nous,
La Champions Cup, c'est un peu l'école des fans, tout le monde gagne. Hein. Les 5 premiers passent, les 4 restent en Champions. Le 5e rebascule. Il me semble que c'est toujours d'actu, ça, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça, à peu près. Rebascule en Challenge Cup. En tout cas, on a de belles affiches. On a un Castres Basse qui va être un gros match quand on sait que les Castrés, ils ont quand même envie de la jouer, cette compétition. D'ailleurs, je vais les accompagner au Munster. J'ai bien hâte de faire ce déplacement-là. Et Basse, c'est une très grosse équipe là actuellement. Basse, c'est ultra sérieux. Pour moi, il fait partie des prétendants. Ouais. Mais Basse, quand même, devant, c'est très solide. Derrière, c'est de la magie. Honnêtement, je ne sais pas si vous voyez les matchs qu'ils font en ce moment, c'est hallucinant. C'est avec quelque chose. Russell qui est en feu, Spencer, le numéro 9, il a failli venir au Racing. Mais exceptionnel. Exceptionnel. Franchement, c'est l'équipe, moi, qui m'impressionne le plus aujourd'hui en Angleterre. Ils Angleterre. avaient fait l'année dernière un beau parcours en challenge et grosse finale, et en fait, il n'y avait pas photo. Oui, il n'y a pas photo. Il n'y avait pas photo. Vraiment, ils même étaient, sur le championnat. sur la lignée de ça. Ils ont gagné le championnat anglais. Honnêtement, ils se renforcent. 3 titres la saison dernière. Ouais, ils se renforcent chaque année. Ils sont remplis d'internationaux. Il y a une alchimie de dingue. Moi, je parle souvent avec Finn Russell, qui est un très bon ami. D'ailleurs, on pourrait l'inviter un jour sur l'émission. Je suis sûr qu'il serait ravi. Je veux venir aussi. Ouais. Mais vu qu'on fait des honnêtement, fautes, ils ont un groupe et un président qui fait un super boulot, qui est très proche des joueurs, un peu comme le fait Toulouse. Donc, c'est un peu l'équipe anglaise du moment. Parmi les autres affiches ce week-end, on a aussi un Clermont-Glasgow, Leinster-La Rochelle, Leicester-Bayonne et un Toulon-Munster qui s'annonce aussi très cool. On sait que les Toulonnais, ils sont quand même costauds aussi sur cette... Bordeaux qui joue Northampton aussi. Je crois qu'ils ont bien fait tourner pour le préparer ce match en plus. Ouais. Et Bordeaux-Northampton, ça va être le match du week-end, je pense. Et ce week-end. Ça, c'est le match que tu retiens un peu ce week-end. C'est le premier du championnat anglais contre le champion d'Europe en titre. Remake de la finale et tout, ça va être quelque chose, je pense. Ouais, je suis d'accord. C'est vraiment le truc. Match, celui-là, je vais pas le rater, je pense. Et retour d'Henri Pollock en plus, du côté des Saints. Je pense qu'ils vont bien se préparer. Ça va être, je pense effectivement, c'est un peu le match du week-end. À noter qu'il y a un point hyper important dans cette Champions, c'est qu'il faut finir avec le plus de points possible. Parce qu'à la fin, il y a une sorte de classement qui est fait avec toutes les équipes et leur nombre de points. Et ça définit si tu reçois en 8e, en quart, même en demi. Oui, jusqu'en demi. Bordeaux avait reçu justement le Stade Toulousain parce qu'il n'avait pas pris un bonus offensif en Afrique du Sud. C'est quand même une formule ça peut être dur, très avantageuse. Pour un point, ça peut être très dur. Et on peut donc, par exemple, si on finit premier, entre guillemets, de tout ça, recevoir jusqu'en demi. Donc, c'est quand même un parcours hyper, qui te favorise de dingue. Aider. Est-ce que c'est un bon fonctionnement, ça, en vrai ? On en a déjà parlé. En vrai, moi, le fonctionnement, je le trouve pas dingue. Ouais. Je préférais ce qui se faisait à l'époque, si on est tous honnêtes. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas nous qui décidons. Est-ce que ça va changer ? Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que, comme tu as dit, aujourd'hui, presque tout le monde se qualifie, sauf le dernier qui redescend en challenge. Est-ce que c'est hyper cool à jouer ? Je suis pas sûr. Par contre, ce qui est certain, c'est que tout le monde veut la gagner, cette coupe. Donc, tu es obligé de passer par là, quoi. Le Racing s'était déjà qualifié avec une seule victoire. Oui, je me souviens très bien. Mais en fait, du coup, tu as certaines équipes qui font un petit peu des impasses sur certains matchs parce qu'ils savent qu'ils seront qualifiés, qu'il y aura des matchs couperés, là où ils pourront gagner. Donc, du coup, tu as certaines affiches qui sont un peu chiantes à regarder. C'est vrai que c'est pas mon format préféré, je préférais l'ancien modèle, mais bon, c'est comme ça. Et quand on va arriver quand même au quart, demi-finale, on va tous être quand même comme des fous. Même à partir du 8e, je crois qu'il y a le 8e. À partir du 8e, ça commence à être vraiment intéressant. T'as les meilleures équipes et là, ça devient intéressant. Mais c'est les phases finales qui sont... À noter qu'il y a actuellement 3 équipes du hockey qui ont le maximum de points. Glasgow, Northampton et Bordeaux. C'est aussi pour ça que le match qui arrive va être hyper important. Bordeaux qui avait fini avec notamment 20 points sur 20 points possibles l'année dernière en phase de poule, ce qui leur a garanti jusqu'à la demi-finale de recevoir. Est-ce qu'il y a une équipe étrangère qui vous impressionne ? On a cité Glasgow à l'instant. Je trouve vraiment collectivement en place. On a parlé de Basse. Ils sont surprenants, je trouve, Glasgow. Après, surprenant, mais pas tant que ça, parce que c'est l'équipe d'Écosse à 80%. Ils ont quand même une ligne de 3 quarts assez intéressante avec des joueurs extraordinaires. Donc, pour moi, c'est pas un exploit qui soit à ce niveau-là. Mais ça reste surprenant par rapport contre le match contre Toulouse. C'est surprenant. La remontada qu'ils font, elle est incroyable, quoi. Je l'avais annoncé, celle-là.
pour ceux qui étaient en live. Non Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, ce qui me plaît chez Glasgow, c'est sa philosophie de jeu. Ouais, Qui ça va joue. jouer terrible. Ouais. Enchaîner les phases de jeu, même si elle avance pas, elle va relancer et tout. Du coup, ça produit un peu de rugby spectacle, ça Tripolo j'adore. tout, trop fort. Ouais, aussi. ouais. Très, C'est très le bon, centre écossais puissant, mais il a des mains. Ouais, il a des mains, il est se déplace. intelligent. Et puis chez eux, sur leur pelouse synthétique, c'est un Ouais. parking, c'est catastrophique, mais eux, ils sont habitués. Enfin, ouais, c'est une équipe qui est intéressante à voir. Il y a une poule qui est hyper intéressante, c'est la poule 2, donc celle où il y a Bath. Tu Il y a le dis bien. un seul point. Tu peux redire Bath. Bass Il y a Bath qui Faut sépare. zozouter un peu, non, pour le faire. Il y a 5 équipes à 5 points dans cette poule et il y a juste Bath qui a un point de plus, qui est à 6. Donc ça va être hyper intéressant. C'est, si je dis pas de bêtises, la poule de Castres. Donc ça va être vraiment... il va falloir surveiller, voir un petit peu qui peut passer, qui peut bien figurer. Mais quoi qu'il arrive déjà, comme les équipes ont un peu perdu dans cette poule, eux, ils vont pas avoir jusqu'en demi-finale selon toute vraisemblance. Donc ça veut dire que Bath peut être éventuellement à l'extérieur pour des quarts, pour des demi. Et ça élimine, mine de rien, des ils sont candidats hackers, ouais. potentiels à la victoire de fonctionner comme ça. On va passer à la question YouTube pour terminer. Déjà, merci pour tous vos commentaires, vos questions. Alors, je voulais en faire plusieurs, mais on est peut-être un petit peu limite. On a beaucoup parlé, messieurs, on a beaucoup parlé notamment de la Pro D2. Je vais garder la question d'Aurel, qui pose une question à Gaël. Question pour Gaël. Qu'est-ce qui fait pour vous la différence entre un bon joueur de rugby et un excellent joueur de rugby? Est-ce que c'est le mental, la discipline, autre chose? Très bonne question. Franchement, c'est une super question et j'en parlais avec Vladi, un jeune du centre de formation au Racing qui joue 3/4 centre. Il me disait, Gaël, comment je peux être un très grand joueur? Et je dis, la différence, c'est... HVTien, c'est ça? Ouais. Ok. Géorgien. Ouais. Et je lui disais, la différence que tu dois avoir avec les autres, c'est que tu dois tout anticiper sur le terrain. Et je lui dis, moi, j'ai jamais été le plus rapide, le plus costaud, le plus explosif, etc. Mais j'analysais tout avant les autres. Enfin, j'essaye d'analyser tout avant les autres. Donc, que ce soit en défense, en attaque, etc. J'essaie d'anticiper toujours le coup d'avance. D'analyser, dès que le ballon il est à gauche, je vais regarder à droite, etc. Après, bien sûr qu'il faut s'entraîner physiquement, Bien sûr. faut éviter les blessures, faut être stratégique, etc. Mais je trouve que ce qui va te différencier des autres, c'est l'anticipation que tu vas avoir. On le Ça se voit travaille, avec... ça? Mais ça se travaille énormément à la vidéo. Ouais. Moi, je le vois avec Finn Russell. Finn Russell, il anticipe tout. Après, il se trompe comme tout le monde. Mais la clé des très grands joueurs, je pense, Antoine Dupont, tu l'as vu scanner le nombre de fois où il scanne le coup de pied qu'il fait derrière le ruck et qui va dans les mains de Teddy Thomas, il l'a vu depuis 5 minutes. Il y a des joueurs qui ne le feront jamais parce qu'ils n'ont pas cette capacité d'analyse. Ouais. Et donc, pour moi, la différence des top players, il y a des mecs qui vont faire des exploits physiques, etc., qui vont fracasser des mecs parce que physiquement, ils sont au-dessus du lot. Mais ça va durer qu'un temps, ça, parce qu'au bout d'un moment, ton corps, il se fuse. Les mecs, ils commencent à te connaître, donc ils viennent à deux, donc tu auras moins de différence à faire, etc. Ce qui va faire la différence, c'est forcément ta stratégie, ta technique, et après ton analyse. Ta prise d'infos. Ouais, tu analyses, tu parlais scannes et tu prends une bonne décision. De scanner, justement, c'est un terme qu'on voit beaucoup au foot. Au foot. Les Franck Lampard. numéros 10, les milieux, numéro 6, etc. C'est des mecs qui passent leur temps à pas regarder la balle, mais à regarder ce qui se passe autour. Tous les top players, tu regardes que ce soit Cristiano Ronaldo, Messi, Iniesta, tous les joueurs qui ont tenu dans le temps, qui sont ultra performants, c'est des mecs qui ont adapté leur jeu. Et qui ne jouent pas que sur leur qualité physique. Au début, Ronaldo, il jouait que sur ses qualités physiques. Il a compris que ça allait plus marcher. Il a développé autre chose. Busquets. Et Messi, il a toujours fait. Busquets, Busquets. c'est Les milieux hallucinant. du Barça, tu le vois beaucoup. Moi, je sais que quand Modric. je commande des matchs, c'est un truc que j'aime faire, c'est regarder justement ces mouvements de tête des mecs, etc. Au lieu de se fixer sur le ballon est dans le ruck, etc. Ils vont regarder hop, comme ça, Antoine tu vois. Dupont, énormément. Exactement. Même sur le ruck, il Thomas prend Ramos, toujours, prise d'infos. Thomas Ramos, il est tout le temps en train de scanner, mais même Jalibert, tu fais un plan fixé sur lui, il analyse tout le temps le petit coup, il peut inverser. Ils ont vachement ce jeu-là avec Max Lucu. Ils doivent avoir un code, je sais pas ce que c'est, mais où il inverse tout le temps. Tout le temps. Mais parce qu'il a scanné 10 000 fois, il voit qu'ici, il y a 3 centres, il y a 2 centres et l'ailier, il va aller de l'autre côté. C'est logique, on sera un joueur moment. lent. Donc, tu vois, ça, je l'associe presque au fait de communiquer. On en parlait tout à l'heure. Ouais. C'est des trucs que tu vas pas aller en musculation pour le faire, tu vas pas répéter les trucs. C'est des trucs assez simples finalement, qui parler ou juste lever la tête et regarder. C'est des petits détails, mais en fait, ça va te faire passer un cap énorme. Et moi, toi ton élément. alors moi, pour pas dire comme Gaël, parce que je trouve qu'il a parfaitement répondu. Pour moi, il y a 2 points qui sont très importants. Forcément,
à qualité pareille, t'as forcément la technique de balle, etc. Aujourd'hui, t'as quand même, on en parlait, t'as quand même beaucoup de joueurs qui sont limités techniquement. Donc si déjà t'as cette aisance avec le ballon, t'es capable de faire des chisteras, passes des deux côtés, parfaites, jouer au pied, etc. Il est en train de me décrire pour le moment. Tu t'appelles Noé, par exemple. Tu viens de Brive. Exactement. Non, pour moi, il y a deux trucs. Il y a le facteur limitant, c'est la blessure. Ouais. Moi, je suis bien placé pour en parler. Si tu veux, moi, je pense qu'à un moment donné, j'ai pas réussi à passer ce cap pour aller très très haut peut-être, ou en plus que ce que j'ai fait en tout cas. Parce qu'au bout d'un moment, quand t'es blessé, tu peux plus travailler en muscu, tu peux plus te développer physiquement. Donc, tu stagnes forcément. Mais ça, c'est malgré toi. Ça, c'est un facteur que t'as. Ouais, tu mets facteur chance. Donc, je dirais le facteur chance, tu vois. Ta génétique. Facteur chance, génétique, etc. Et après, pour moi, ce qui fait une des grandes différences, c'est encore une fois, c'est la génétique. Demain, tu as ce super pouvoir de vitesse. Je pense à Louis Bielbiarré, par exemple. Louis Bielbiarré, tu lui enlèves sa vitesse. Imaginons, tu vois, c'est plus le même joueur. Non, bien sûr. Aujourd'hui, être capable de savoir qu'il y a un ballon qui est poussé au pied, que tu vas être plus rapide que tout le monde. Mais Et si tu veux, sur qualité identique, un mec qui va aller très très vite, un mec qui va jumper très très haut, ça, si tu veux, ça fait la différence entre un bon joueur et un top joueur. C'est ce super pouvoir qu'il a et qui fait que ça devient un joueur hors norme. Mais je pense que dans le temps, lui, il a vraiment ce super pouvoir qui est trop évident, tu vois ce que je veux dire. Mais à joueur égal, je pense que ce qui va faire la différence aussi, c'est déjà éviter les blessures, forcément, parce que quand t'as pas de chance, t'as pas de chance. Il y a des mecs qui sont ultra talentueux, qui sont ultra sérieux, ultra pro, ça passe pas, le corps, il encaisse pas, etc. Mais c'est vraiment ce truc où ça devient un mix de stratégie, technique, de savoir analyser parfaitement le jeu, etc., qui fait des différences. Un mec comme Manonou, il est complet. Pour moi, c'est un des meilleurs joueurs de rugby qui existe sur cette planète. Parce que tu avais des O'Driscoll, etc., mais moins physique. Lui, il a tout. Il a le physique, la mentalité, l'agressivité, pas de blessure. Et en plus de ça, techniquement, il est monstrueux. Et derrière, il faisait des différences de dingue. C'est pour ça qu'il joue depuis 30 ans et qu'il est encore en train de jouer, quoi. Eh bien, on espère que la réponse correspondra à ce qu'attendait Aurel. Merci beaucoup d'avoir suivi jusque-là. N'hésitez pas, bien sûr, à lâcher un like, quelle que soit votre plateforme, à noter le podcast et à poser encore des questions YouTube. Promis, on passera peut-être moins de temps sur d'autres sujets pour faire plus de questions YouTube. Mais merci à tous ceux qui ont participé. N'oubliez pas le maillot à gagner dans les commentaires YouTube. À nous suivre aussi sur les réseaux de Rugby Confidentiel, que ce soit sur Instagram ou TikTok. D'ailleurs, on avait un petit concours Instagram pour Noël pour gagner un maillot signé par Gaël. Donc, n'hésitez pas à aller nous regarder là-bas. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Sacha, Gaël et Noé. Ciao, ciao. Merci. Merci à vous.